Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette troisième ou quatrième, je ne sais même plus, séance du webinaire. On reçoit aujourd'hui deux collègues historiennes du droit, Florence Renucci et Silvia Falconieri. Alors, je vais d'abord présenter ce qui est commun entre vous, parce qu'il me semble que sinon, si je prends l'une et ensuite l'autre, je vais me répéter sur un certain nombre de points puisque, donc en plus d'être toutes les deux des historiennes du droit, vous êtes toutes les deux au CNRS, vous êtes toutes les deux membres de l'UMR IMAF, c'est-à-dire l'Institut des mondes africains, et vous êtes toutes les deux des spécialistes de droit colonial. Alors, Florence, et vous me compléterez s'il y a des choses dont vous voulez parler et que je ne vais pas dire. Tu as travaillé principalement sur l'Afrique, mais aussi sur l'Inde. Tu as travaillé sur la place des femmes dans cette histoire coloniale, sur l'enseignement du droit aussi dans ce contexte colonial et sur la justice dans les colonies. Mais on t'a invité dans ce webinaire parce que tu as dirigé et coordonné un projet sur les revues coloniales qui a abouti, entre autres, à un site qui va nous intéresser aujourd'hui et qui s'appelle Rêve Col Europe. Vous trouvez le lien dans le fil de discussion. Et Sylvia, tu es toi aussi spécialiste de droit colonial. Tu as aussi travaillé sur l'Afrique et sur la Nouvelle-Calédonie, si j'ai bien fait mon repérage. Et tu as travaillé sur le statut juridique des métis, sur les conséquences du racisme et de l'antisémitisme sur le droit, et notamment sur l'introduction de la notion de race dans le droit français des années 40 et dans le droit italien. Si on t'a invité aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, c'est surtout parce que tu as toi aussi participé à ce projet sur les revues coloniales et que tu as aussi mené une recherche, la recherche AMIAF, Aliénés mentales et indigènes, histoire d'une double discrimination de statut en Afrique française, et que ce projet a abouti à une bibliothèque virtuelle. Donc, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de points communs et on va commencer par le site des revues coloniales RevCol Europe. Et donc, je laisse la parole à Florence Renucci et j'éteins mon micro. Merci beaucoup à vous deux, Annie Maillard et à Louis Estoufféry pour cette invitation. Je vais tout de suite partager le document. Oui, effectivement, donc vous allez voir que c'est des projets qu'on a eu en lien à des moments divers avec Sylvia, sur lequel on a travaillé parce qu'on s'intéressait au départ toutes les deux à la question des savoirs juridiques, qui est un de nos axes. Et donc voilà, ça, on a commencé en mettant cette bibliothèque numérique des revues scientifiques, et puis Sylvia après a fait ses propres projets et en fait a en partie repris l'outil, mais elle le dira mieux que moi sur un sujet donc, qui est effectivement différent. Alors, ce projet, en fait, il est né d'un autre projet à la base, qui est un projet qui date d'une dizaine d'années, et dont l'objectif était en fait de réinvestir les acteurs en matière d'histoire du droit, qui était un projet de dictionnaire des juristes d'outre-mer et des colonies, qui était financé par le GIP Mission de Recherche, Droit et Justice. Et ce projet, il s'appuie en fait sur une certaine conception, on va dire conception de l'histoire du droit et de la façon dont se fabrique le droit, qui était de faire un outil qui doive servir finalement à mieux comprendre comment se fabriquer le droit, sachant que l'idée du projet et de l'équipe qui s'est formée était de dire que le droit se fabriquait
se fabriquer par le bas, par les petits acteurs, on va dire, du droit, des magistrats, des interprètes, parfois des gens qui n'étaient pas d'ailleurs des professionnels du droit au sens strict, et que ces anonymes, entre guillemets, enfin, voilà, de façon, on va dire, symbolique, jouent un rôle particulièrement important dans les colonies, où vous savez que la plupart du tout, enfin, je ne sais pas nécessairement quand on n'est pas spécialiste, mais que le droit colonial se fabrique en fait essentiellement à partir des décrets, des arrêtés, etc. Donc évidemment, il fallait chercher qui étaient ceux qui les créaient, qui fassent partie de l'administration, que ce soit des magistrats, etc. Pour avoir un outil de qui ils étaient, pourquoi ils avaient travaillé de cette façon, etc. Avec aussi cette idée que ce dictionnaire, il devait parler à la fois de ce qu'ils avaient fait, mais de qui étaient ces acteurs. Alors je dis acteurs parce qu'en fait, il n'y a qu'une actrice dedans. C'était essentiellement des hommes, mais donc voilà. Mais évidemment, ce projet comportait un problème qui était de savoir comment les trouver, puisque précisément, c'est des gens, c'est des juristes, des petits juristes, entre guillemets. Et donc, on a fait un certain nombre de choix pour essayer de les trouver. Et un des choix était de dépouiller, évidemment, les revues juridiques. Alors, le dépouillement des revues, enfin quand je dis de dépouiller les revues juridiques, il s'agissait des revues juridiques coloniales, des principales revues juridiques coloniales, que sont le Penant, le Darest, la revue algérienne, puis tunisienne, marocaine de droit et de législation. Et c'est là qu'intervient Sylvia, puisqu'elle était dans l'équipe et elle est arrivée comme, en fait, elle a été embauchée comme postdoc précisément pour le dépouillement. Et puis voilà, c'était le début de l'aventure. Alors pourquoi c'est le début aussi de la base? Parce que une fois qu'on a eu ce dépouillement de fait, qui était un dépouillement en fait de l'ensemble des revues et que toute la doctrine qu'il avait écrite, quelles étaient les fonctions de ces hommes, etc. Donc une fois que Sylvia avait fait ce travail, on s'est dit c'est dommage en réalité de ne rien en faire. Et si le dictionnaire a fait son chemin d'un côté, un autre projet est né en parallèle, on peut dire, qui était ce projet de faire quelque chose de ces tableaux Excel, enfin d'abord des tableaux Word qu'on a transformés ensuite en tableaux Excel pour pouvoir les mettre sur, enfin faire une base, une véritable base ensuite. Et donc est né ce projet. Alors évidemment, on ne voulait pas non plus faire n'importe quoi, dans la mesure où en réalité il existe déjà une partie de ces revues était en partie numérisée, notamment par la BNF. Et l'idée était de faire quelque chose qui serve en fait la recherche. Et on s'est dit que faire une base de données ou précisément, faire une bibliothèque, pardon, où précisément il y avait un découpage article par article avec une recherche multicritère qui pourrait être faite ensuite, serait véritablement un apport parce que la plupart en fait des sites comme Gallica ou d'autres sont ce qu'on appelle des sites qui fonctionnent par silo. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez un numéro de revue, une année de revue, etc. Là, les recherches, elles se font par mots-clés. Les mots-clés, évidemment, après, vous permettent de trouver des indications dans chaque article, etc. Donc, c'était notre objectif, en se demandant aussi évidemment quels allaient être les publics. Donc on pensait bien qu'on allait avoir évidemment des collègues chercheurs sur ces questions coloniales qui allaient être intéressés, des étudiants, aussi des archivistes en raison des fonds importants qu'il y a les ANOM à Aix-Marseille, les archives à Nantes, etc. Mais éventuellement aussi des professionnels sur des questions de droit qui sont à la fois coloniaux et post-coloniaux. Et puis surtout, ça nous paraissait utile parce qu'en fait, ces revues, elles sont difficiles d'accès en France, mais un peu partout dans le monde, alors qu'en général, elles concernent précisément des territoires très différents, puisque la revue algérienne, tunisienne, marocaine, comme son nom l'indique, est un peu qui concerne le Maghreb, mais le Penant et le Darest sont des revues dites impériales, et donc elles concernent également une partie de l'Asie, etc. Donc, une fois qu'on s'était interrogé sur ce choix des publics, se posait la question aussi du choix des sources, c'est-à-dire est-ce qu'on allait rester sur ces quelques revues de droit colonial
Jusqu'où, évidemment, on allait aussi les utiliser, c'est-à-dire que est-ce qu'on s'arrêtait qu'à la période coloniale? Et il nous est apparu que la période, enfin, toute la question coloniale, post-coloniale, devait rester liée, hein, parce qu'il y a des continuités très fortes dans ces, enfin, des continuités, des dynamiques qui persistent malgré la coupure politique dans ces revues. Donc ça valait le coup, tant qu'on s'était autorisé, bien sûr, de prendre les informations, en tout cas de dépouiller les revues, etc. L'idée aussi a été rapidement de se diversifier au niveau disciplinaire, de ne pas rester uniquement sur des revues de droit, parce qu'en réalité, les revues coloniales, très souvent, touchent à des disciplines et à des sujets qui sont transversaux. Donc voilà, finalement est né un nouveau projet. Et ce projet, il ne pouvait pas être qu'un outil. En fait, on l'a pensé dès le départ comme un projet qui serait aussi un projet scientifique. Et au fur et à mesure que ce projet scientifique a avancé, on peut dire qu'il y a eu une forme d'enrichissement mutuel entre l'outil et le projet scientifique. C'est qu'au fur et à mesure qu'on se posait de nouvelles questions, on essayait d'enrichir l'outil, et l'outil nous posait de nouvelles questions dans le projet scientifique. Donc il y a une équipe qui s'est mise en place autour de ce projet spécifique, qui était en partie d'ailleurs l'équipe qui était au départ sur le dictionnaire, mais là ça a été une équipe beaucoup plus européenne, parce qu'on avait notamment des collègues belges qui sont entrés dans le projet, ainsi que des collègues espagnols. Donc pour la partie scientifique, c'était européen, voire international, avec des collègues africains. Et à côté, il a fallu monter, on va dire, enfin, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable techniquement. Et c'est Isabelle Thibault, qui est aussi à l'Institut des mondes africains aujourd'hui, qui a été la responsable technique du projet, et qui a eu fort à faire. Donc je vous le disais, au fur et à mesure, ça concernait aussi, enfin ça s'est accroché, c'est en symbiose, voilà, c'est plus juste, avec un projet scientifique qui clairement s'est engagé dans une certaine vision des revues scientifiques, et comme je vous le disais, la bibliothèque, pardon, l'a aidé en ce sens, et inversement. Donc très rapidement, on s'est dit qu'effectivement, on ne se cantonnerait pas à ces revues de droit, ce qui fait que on a fait appel à des collègues historiens, historiens principalement, mais aussi des spécialistes de lettres, pour confronter en fait les logiques de ces revues avec les logiques juridiques au cours de séminaires, de plusieurs manifestations scientifiques qu'on a organisées. Ça nous a permis de voir l'importance des circulations, puisqu'on voyait grâce à ça certains de nos acteurs, mais aussi des représentations évidemment qui circulaient entre les différents types de revues, et donc de disciplines. Et donc ça pose évidemment l'importance de quelles sont les influences, quand on fait, même pour les juristes notamment, quelles sont les influences d'autres disciplines évidemment, hein, qui orientent ces juristes, hein, principalement, alors surtout on va dire dans le domaine colonial, où il y a un certain nombre d'éléments, on va dire, externes au droit qui sont pris en compte par les juristes. On s'est rendu compte aussi, ça nous a permis de voir aussi que ces revues, en fait, elles avaient des typologies assez particulières en droit, et qu'il y avait des sortes de revues mondes. Hein. C'est le cas par exemple de la revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence, qui en fait est une revue qui est liée à la faculté de droit d'Alger, et dans lequel on voit tout le milieu algérien juridique, en tout cas européen, et un petit peu musulman, qui s'organisent, quel savoir ils produisent, et aussi l'impact, enfin les conséquences que ça va avoir sur les normes elles-mêmes, hein, de la question de la performativité des revues, puisque dans le dépouillement de ces revues, on voyait clairement des projets de texte ou des éléments de doctrine qui étaient repris ensuite par les magistrats. Ce qui fait qu'on a une vision des revues qui était vraiment à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme, qui nous semblait particulièrement importante, sur la matérialité des revues, et ce qui était assez, on va dire, original dans ce domaine-là, parce que très souvent, selon les disciplines, elles sont juste prises comme des instruments de fond, ou au contraire juste étudiées sur ces questions de forme.
Donc ça a donné notamment lieu donc à des, euh, à des publications. Donc voilà. Pendant ce temps, on continuait à tâtonner sur l'outil parce que en fait, personne n'était vraiment spécialiste. C'était dans les années vers 2011, 2000, voilà par là. Donc on n'avait pas vraiment de spécialistes autour de nous de ces sujets. Et donc Isabelle Thiebaud s'est vraiment assez formée au fur et à mesure. Mais on avait évidemment des collègues historiens qui, eux, étaient déjà avancés sur ce type d'outils. Et un collègue en particulier, et qui était Jean-Claude Farcy, qui était en train de faire son annuaire rétrospectif de la magistrature. On a pas mal échangé avec lui, d'ailleurs, au cours de séminaires, etc. Et on s'était dit que ça serait peut-être une bonne solution de faire une base de données, de ce type avec l'outil qu'il employait, mais en fait c'était un outil propriétaire et on s'est rapidement rendu compte que ça nous correspondrait pas et que ça ne correspondrait pas. On voulait quelque chose de totalement en open access avec des instruments qu'on pourrait suivre sur le long terme, qu'on voulait pérenniser. Donc on n'était pas complètement, ça nous bloquait aussi sur certaines choses. Et donc finalement, vous allez voir, on s'est orienté vers un autre type d'outil. C'est posé aussi la question de où déposer les documents numérisés, parce qu'en fait, derrière, on a un énorme travail de dépouillement qui est fait au fur et à mesure, mais on a un énorme travail de numérisation et de sérisation sur certains documents qui sont disponibles nulle part, qu'on fait nous-mêmes numériser ou sériser. Mais c'est une masse énorme, et donc il fallait trouver on va dire, un endroit fiable pour les stocker. Et donc, le choix a été fait de s'adresser à Humanium, qui semblait, on va dire, l'institution qui permettait de la plus sûre entre guillemets. Et puis, on a eu cette chance, en fait, de rencontrer d'être en contact à l'INIST avec Alain Zasadinski et son équipe, et c'est eux qui nous ont proposé finalement, parce qu'ils étaient en train de lancer ce type d'outils, de faire une bibliothèque ad hoc qui développerait eux, qui pourrait, qui est WordPress, mais pour lesquels, on va dire, ils créent de nouveaux de nouvelles parties, qu'ils adaptent en permanence selon les nécessités, on va dire, des projets. Et donc, ça a donné, il y a quelques années déjà, cette bibliothèque numérique RevCol Europe. Donc, cette bibliothèque numérique, en fait, là, vous voyez la présentation des revues, vous pouvez parcourir les contenus, en fait, de différentes façons, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a un système de recherche avancé qui fait que vous pouvez à la fois croiser des demandes et sur des demandes thématiques, des demandes sur les acteurs eux-mêmes, sur la question de prosopographie. Voilà, en fait, la recherche avancée, on a essayé de la faire la plus complète possible, mais on pourra peut-être revenir en détail, voilà, je ne vais pas être trop longue sur ça, mais sur les différents questionnements qu'on a pu y mettre. Alors pour le moment, en ligne, on a plus de 100 000 pages qui sont numérisées ou sérisées, on en a des milliers d'autres à côté, mais pour l'instant qui ne sont pas entrés, parce qu'évidemment, ça demande en même temps qu'on fasse faire tout le... Il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans l'équipe, financées, Fabienne Chamelot, et d'autres personnes qui devaient dépouiller, en fait, et ça prend un temps très long de rentrer les données, etc. Donc pour l'instant, avec les données, les revues qui sont en ligne sont les Annales d'hygiène de la médecine coloniale, et sa suite, le recueil Penant, la revue algérienne dont je parlais tout à l'heure, le Darest et le Tour du monde, puisqu'on s'est ouvert finalement à des espaces qui étaient plus grands que les espaces coloniaux, parce qu'on trouvait des croisements avec qui nous paraissaient intéressants de souligner. Enfin, ça permettait de mettre à jour un certain nombre de logiques communes en fait à ces revues. En ce moment, les revues là qui sont à venir, en fait, on a choisi de prendre des revues étrangères pour tester un petit peu, voir si ça pouvait fonctionner
puisque la base, la vocation à être européenne, hein, qui est donc 2 revues italiennes, la Rivista Giuridica del Medio ed Estremo Oriente, la Rivista Coloniale et la revue des études islamiques. Donc on a, je vous disais, plus de 100 000 pages qui ont été numérisées, séries et mises en ligne. Et parallèlement, en fait, l'équipe de l'INIST a fait un gros travail sur toutes les questions d'infographie, puisque la revue Le Tour du Monde a un potentiel iconographique qui est très important. Donc, il y a tout un travail qui a été fait dessus pour que ça soit le plus propre possible, en fait, sur la bibliothèque elle-même. Alors, ce travail, on peut dire que cette bibliothèque, c'est une bibliothèque qui est toujours en mouvement, puisqu'elle a subi un nombre important d'améliorations et elle continue à les subir, hein, les subir. Le moteur de recherche n'a cessé d'être enrichi. On a travaillé beaucoup sur l'individualisation, évidemment, des articles, sur les questions de possibilités de recherche multicritères et sur l'accès au contenu. Il y a des essais qui sont faits en permanence, toujours, notamment là en ce moment par l'INIST, par exemple avec des tests d'extraction automatisés des métadonnées sur la revue médicale qu'il y a. On a la création d'un bouton générant l'exportation de contenu, en fait. C'est pour améliorer tout le passage entre le moment où on dépouille, où des données sont entrées, où ensuite il faut les faire rentrer sur Nakala et puis sur la bibliothèque, qui en fait, là, on a l'impression de quelque chose qui va vite, qui est linéaire, mais qui était un travail qui est énorme. Et donc, trouver des petits moyens pour finalement qu'il y ait des formes d'attribution automatique qui se fassent plus rapidement. Après, il y a un travail qui a été fait sur la visibilité aussi, puisque la base, au départ, la bibliothèque avait été développée sous Omeka, qu'elle est passée sous Omeka S, hein, pendant l'été 2023, avec là aussi et puis là aussi parallèlement des améliorations qui ont été faites, notamment des liens avec des pages Wikipédia, etc., pour améliorer aussi la visibilité de la revue. Donc dans ces petites améliorations qui ont eu lieu, voilà, c'est quelque chose qui a été créé par l'INIS, par exemple, qui est la question de la géolocalisation, qui vous permet, par exemple, avec un mot-clé là, qui est enfant, de voir le nombre d'articles et où, quelles zones sont concernées, qui traitent des enfants. Donc ça, on va dire la chose la plus générale. Après, bientôt, normalement, il sera possible même parce qu'il y a un certain nombre d'articles qui retracent des parcours de navires, etc. Il sera même possible de suivre quelquefois, en fait, s'il y a des parcours de voyage, etc., il sera possible de suivre sur la carte ces parcours de voyage à travers les différents articles que vous trouverez dans la bibliothèque numérique. Donc ça permet quelquefois de voir certaines aussi, ça permettra de voir certaines circulations. Un autre exemple de ce qui a des améliorations qui ont été portées, donc là c'est l'iconographie, toujours avec le terme enfant, sachant que vous pouvez extraire à chaque fois, en fait là vous les voyez en vignette, mais vous pouvez extraire à chaque fois chaque dessin ou estampe, etc. Ça dépend en fonction de ce que c'est. Alors, au-delà de ces contenus-là dont je vous parle rapidement, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir que ça enrichit aussi scientifiquement en parallèle les questionnements qu'on peut se poser, et ça continue de le faire. Par exemple, ça peut vous permettre, donc au-delà du fait que vous trouvez des articles facilement, ça peut vous permettre de travailler sur les réseaux dans la doctrine. Là, en tapant, j'ai tapé Georges Bousquier, qui est un juriste qui est en Algérie pendant une grande partie de sa carrière, et vous voyez sur le côté à hauteur, vous voyez les autres auteurs qui ont pu travailler avec lui, et donc de cette façon vous pouvez commencer à travailler sur des réseaux de façon rapide. Là, j'ai tapé le terme avocat
Et donc, ça vous donne l'ensemble des avocats qui ont participé à ces revues. Alors, comme vous avez les 3 principales revues de droit colonial, ça vous permet de savoir en fait quelle était la proportion des avocats. Et ça vous donne une image, ça vous donne une idée, par exemple, de qui participait à la doctrine, comment. Et puis après, vous pouvez rentrer évidemment plus dans les détails en cherchant avec la recherche croisée d'où ils venaient, etc. Donc, vous pouvez par exemple travailler, enfin, ça vous aide à travailler beaucoup plus vite sur les origines professionnelles dans la doctrine algérienne ou la doctrine coloniale d'une façon générale. Ça vous permet aussi, pourquoi pas, hein, je donne des exemples, hein, ça, mais pour montrer comment ça peut être un apport aussi aux connaissances scientifiques elles-mêmes, enfin, au travail scientifique lui-même. Ça permet de mettre à jour certaines comparaisons, interactions et circulations disciplinaires. Là, j'ai tapé le terme aliéné, comme ça faisait un pont déjà avec ce qu'allait vous présenter Sylvia aussi. Et vous voyez que là, vous avez dans les alinéés à la fois une revue, enfin un article qui concerne la médecine, donc qui a été tiré d'une revue de médecine, un élément de prosopographie, vous avez une revue là en droit. Bon, bref, ça vous montre toute une série de résultats, mais ça vous montre ça vous permet déjà de faire des ponts, de voir que aliéné est un terme qui va être mobilisé par des revues et des auteurs différents voilà, ça vous donne déjà un certain nombre de points de départ dans la recherche, dans quelle proportion évidemment vous le trouvez aussi dans ces revues, vous avez à côté la profession des gens qui ont écrit sur ce terme, voilà. Alors, je vous disais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, je vois, ça a continué à me suivre dans mes thèmes de recherche, parce que en ce moment, ça fait quelques années maintenant que je travaille moins sur la question des savoirs juridiques, mais n'empêche, là, en travaillant sur les questions de genre, je peux continuer à utiliser cette base. Par exemple, là, j'ai pris, alors vous allez voir que c'est aussi à contrario, j'ai pris le terme dans la recherche avancée, j'ai pris le terme d'avocate, et là, sur l'ensemble des revues, vous allez voir que, dans des revues qui vont jusqu'à des années récentes, hein, vous allez voir que je n'ai que 4 entrées, ce qui dit beaucoup aussi de la place des femmes dans la doctrine coloniale. Vous voyez, vous avez des points d'entrée de ce type-là. De la même façon, là je l'ai utilisé avec le terme, ici vous trouvez avec le terme femme, ou avec le terme sexe, ou avec le terme race. Et là, de nouveau, vous voyez comment en fait ces termes-là peuvent être mobilisés finalement par des disciplines et des revues relativement différentes. Alors, tout ça est bel et beau, mais évidemment, il y a un certain nombre de limites encore et de choses à réaliser. Donc, on a un travail encore, nous, important à réaliser sur la prosopographie, parce que notre idée était vraiment que, à chaque fois que vous trouviez un auteur, les personnes qui utilisaient la base, et des éléments de prosopographie avancés en français, en anglais dessus. En fait, le travail est en grande partie fait, mais il doit encore être davantage, on va dire, rationalisé, mis en ligne, etc. Donc, et on a aussi un thésaurus de droit à réaliser. On s'est posé ensuite un certain nombre de questions sur la pérennité, qui se posent à toute personne, évidemment, à toute équipe faisant des bibliothèques numériques et des bases de données, qui évidemment est la question de la pérennisation, j'imagine, sur laquelle on reviendra, la pérennisation à moyen et à long terme, évidemment, de ce que deviendra ces bibliothèques ou ces bases de données. Et peut-être que le nerf de la guerre, le point le plus important aussi lié à cette pérennisation sont évidemment les questions financières, parce qu'on a continué à obtenir des financements divers, mais on a du mal à trouver en fait des financements qui sont adaptés complètement à ce type de recherche, même si bien sûr il existe CoExperts, etc. Mais on ne correspond pas nécessairement aux critères qui sont demandés. Et puis,
l'idée aussi, ça serait à plus long terme, on espère que ça sera possible, c'est d'en faire un outil, collaboratif, dans le sens où pour le moment, donc on est une équipe à travailler dessus, mais de pouvoir l'ouvrir pour avoir des données évidemment qui viennent des utilisateurs directement. Mais ça, évidemment, ça pose une question, enfin ça pose beaucoup de questions de comment faire de la vérification des données qui sont données, qui sont transmises, pardon, etc. Donc on a, voilà, ça sera pas, c'est pas, ça sera pas dans l'immédiat, mais en tout cas c'est un projet qu'on a dans le futur. Et enfin, il est vrai que ce type de bibliothèque et d'une façon générale, peut-être les bases de données en histoire du droit, finalement ne se font pas nécessairement connaître à l'intérieur même de la discipline. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'en profite pour vous remercier et du grand intérêt de ce séminaire qui est aussi un moyen de voir tout ce qui se passe, de ce point de vue. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la petite main jaune. Sinon, moi, je peux commencer, hein, parce que bon, ce que tu as dit, évidemment, m'intéresse à plusieurs titres. D'abord, ce que je trouve intéressant, c'est lorsque tu nous racontes le projet sur le long terme, en fait, hein, et que des projets découlent les uns des autres dans une continuité. Et ce qui est très précieux, c'est l'effort que vous avez fait en fait de vouloir valoriser un matériau que vous avez découvert à l'occasion d'un premier projet et que vous avez eu envie de partager et de mettre à disposition des autres chercheurs. Et ça, je trouve que déjà dans la démarche, hein, on a quelque chose là de très précieux. Parce que, bon, moi, pour avoir consulté et avoir utilisé cette bibliothèque pour mes enseignements, je ne peux que vous remercier parce que cette mise à disposition, elle est très, très précieuse pour nous, déjà pour nos enseignements. La question de la plus-value aussi, c'est-à-dire, voilà, on dépasse le stade de la mise à disposition et ça, c'est quelque chose une question que je me pose moi-même pour la base de données que je suis en train de construire avec Alain aussi. Donc, je profite de toute cette expérience. C'est vraiment la plus-value de l'outil, donc le découpage par article, le travail par mots-clés, la question du thésaurus. Et donc là, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette… tu évoquais, tu disais, il faut qu'on améliore le thésaurus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors en fait, alors ça a peut-être changé parce que ça fait quelques mois déjà qu'on n'a plus d'échanges sur ça, donc j'espère ne pas dire de bêtises, mais Alain n'avait pas de thésaurus qui était en droit, qui était adapté en fait au droit colonial. Donc il y a des thésaurus, c'est-à-dire qu'en fait c'est des systèmes de mots-clés qui sont adaptables d'un site ou d'un tout type de base de données à une autre pour faciliter le travail de référencement à l'intérieur des bases de données. Donc il en existe en médecine, il y en a en droit, mais en droit positif apparemment. En tout cas, il n'en existait pas en droit colonial. Et donc, il faut qu'on en fasse nous-mêmes une, c'est-à-dire, en fait, c'est vraiment des termes avec des sous-termes, etc. Enfin, un système. Et donc, on doit la construire nous-mêmes. Voilà. Donc c'est pas bon, voilà, c'est juste c'est un travail à réaliser pour faciliter en fait pour notamment l'équipe d'Alain, pour faciliter après l'entrée des mots clés directement dans la bibliothèque et faire en sorte que les gens évidemment retrouvent eux aussi plus facilement les choses. Voilà. D'accord. Si je comprends bien que pour une notion, par exemple, il y ait un seul mot-clé, en fait, que tous les contributeurs utilisent le même mot. C'est ça, pour pas qu'il y ait… En fait, pour chaque article, voilà, il faut les associer à ces mots-clés.
Et c'est vrai que ces mots-clés, il faut que ça soit, il faut pas qu'à chaque article on réinvente des mots-clés, etc. Il faut vraiment qu'ils rentrent dans ce qui serait un dictionnaire, et ça, un dictionnaire qu'on pourrait reprendre du coup pour d'autres sites aussi. C'était l'idée d'Alain en histoire du droit. Voilà, ça peut servir aussi à d'autres sites. Voilà, même si en droit colonial, il y aura nécessairement des choses un peu singulières, mais après, en le nettoyant, entre guillemets, puis en l'adaptant, ça pourrait servir aussi à d'autres bibliothèques. Ça leur faciliterait, voilà, ça facilite le travail. D'accord. Merci Florence. Gwenaëlle? Bonjour, merci tout d'abord pour cette présentation. J'aurais deux petites questions. Tout d'abord, vous avez expliqué que votre base de données, vous procédez à une ossérisation. Je me demandais quel logiciel vous avez utilisé et du coup, si c'est vous qui l'aviez fait à chaque texte, parce que ça représente quand même une masse importante d'informations. Comment vous avez effectué justement la reconnaissance de ces caractères et la vérification surtout pour pouvoir établir une base de données qui soit correcte dans les recherches. Et je me demandais aussi, petite question de curiosité, comment vous avez financé tout ce projet? Parce que vous évoquez justement la Oui, question ça a été. de la pérennité au début. Comment ça a débuté? Alors, je vais un petit peu botter en touche pour l'ossérisation parce qu'en fait, on l'a fait faire parce que justement, on a besoin d'une qualité que nous demandait Alain, et ben, on l'a fait faire par Alain. Donc, on a demandé à l'INIST, on finance l'INIST pour qu'il le fasse, voilà. Ce qui était le plus pratique parce qu'en fait, sinon, ça demande, effectivement, comme ils ont besoin d'une qualité, une grande qualité, ce qui est normal, ça demandait sinon beaucoup d'allers-retours de vérification. Donc, voilà, en plus, c'était le plus simple, c'était à des prix compétitifs pour la France. Donc voilà. Du coup, c'est la question technique. Moi, je pourrais pas, Isabelle pourrait vous répondre, mais je ne peux pas plus vous répondre. Elle pourrait sans doute vous donner exactement la qualité du. Mais je suis désolée. Pour la question du financement, en fait, au début, on a eu pas mal de financement sur des projets innovants, des choses comme ça, en général liés aux universités. Bon, il se trouve qu'en plus, on a bougé d'université entre-temps, donc voilà, on a eu des financements récurrents de la part de l'Institut de l'IRD, en fait, mais qui est lié au fait qu'on on a une partie qu'on est lié à l'Afrique. Donc, mais tout ça, en fait, ça a nécessité d'aller chercher des financements un peu partout parce que sur les projets européens, comme on n'était plus que sur l'outil vraiment lui-même, on ne rentrait pas dans les clous parce qu'il aurait fallu faire tout un nouveau projet scientifique autour et l'outil, c'était pareil pour une ANR, on ne voulait pas se lancer dans ça, on voulait rester sur l'outil principalement. Donc on a été obligé comme ça d'aller chercher des financements de ce type-là. Il y avait la question de Colex Percé, comme je le disais, on l'a présenté 2 fois. Mais bon, on ne rentrait pas dans certains critères. Enfin voilà, on ne rentrait pas dans certains critères visiblement. Donc voilà, donc c'est un peu du bricolage en réalité. Voilà, on trouve 15 000 euros par là, 30 000 par là, mais voilà, c'est ce qui pose la question de la pérennité aussi, quoi. Et même l'hébergement tout simplement du site, de la bibliothèque, qui coûte pas très cher, mais n'empêche, heureusement, le labo voilà, le paye. Donc, bon, allez, voilà, c'est la question de la pérennité aussi de façon plus globale avec toutes ces bibliothèques, enfin, toutes ces bases qui ouvrent, qui sont très, très utiles. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui soit monté pour assurer une pérennité minimale, quoi, en fait. Ça se pose comme question. Merci. Et avec l'INIST, vous avez un engagement sur un contrat, une convention sur le moyen, long terme? Parce que tu disais que vous continuez à travailler, il y a encore des améliorations de la base, donc il y a quelque chose qui... Vous êtes assuré d'un accompagnement sur le long terme quand même? Alors normalement oui, parce que l'INIST, dépendant du CNRS, on peut penser, c'est comme Humanum, hein, Nacalona, etc. En fait, toutes ces institutions, ou en tout cas où les outils qui sont à disposition sont sans doute parmi les plus pérennes qu'on peut espérer, qu'on puisse espérer. Il n'empêche qu'on n'est jamais à l'abri aussi d'un changement de politique, parce que là, en fait, ce qu'a monté Alain, c'était quelque chose c'était tout nouveau quand on a été dans les premiers, on a été dans les tests. Et
Donc voilà, c'était une orientation nouvelle. La question est, est-ce qu'elle sera là aussi pérennisée? Bon. Donc, mais l'idée est pour le temps qu'on continue à l'améliorer, etc., on reste effectivement, on reste en partenariat avec eux. Ok. Bon, bah écoute, nous, tu vois, l'objectif de ce webinaire, et on mettra tous nos cerveaux à contribution pour essayer d'imaginer comment regrouper, diffuser et faire vivre ces bibliothèques. Donc ça, on verra en fin de séminaire éventuellement comment procéder. Mais bon, ouais, c'est une vraie question, la pérennisation. Mathias avait déjà posé une question au sujet de Ferme G au dernier séminaire, et c'est vrai qu'il faut qu'on y réfléchisse tous collectivement pour essayer de trouver des solutions qui profitent à tous, en fait, des idées qui puissent profiter à tous ces projets. Si vous êtes d'accord, je propose de passer la parole à Sylvia autour donc du second projet, AMIAF, qui est centré sur les aliénés et les indigènes, si j'ai bien compris. Sylvia, je te laisse la parole. Merci Ninon, merci Louise pour l'organisation de cet espace qui effectivement permet de relater des travaux qui n'ont pas effectivement pas encore peut-être une visibilité aussi parmi les collègues. Et donc, comme Ninon l'a dit, aujourd'hui, je vais présenter l'outil numérique que nous avons mis en place dans le cadre d'un programme de recherche qui a été financé par l'ANR. Donc, disons que j'ai eu la chance, qui a été prolongée en quelque sorte aussi par la Covid qui nous a entravés pendant la période de recherche des sources. J'ai eu la chance d'avoir un financement assuré qui va se terminer en 2024. Donc, je commence déjà un peu à envisager les suites en termes de pérennisation, enfin, aussi bien pour les financements, comme Florence le disait. Donc, la bibliothèque numérique AMIAF, AMIAF est l'acronyme du titre de la recherche que nous avons menée, aliénés, indigènes, histoire juridique d'une double discrimination de statut en Afrique française. Entre parenthèses, je veux juste préciser, si besoin il y a, qu'en fait, tout au long de l'exposé, je vais mobiliser les termes indigènes, citoyens français, mentalité indigène, qui sont tirés des sources qui me permettent en fait de mieux relater mon propos sans les remplacer par des termes qui seraient plus audibles. Donc, le propos d'aujourd'hui n'est pas de m'arrêter sur les fonds de l'enquête que nous avons menée en équipe, mais je vais vous en donner les grandes lignes, parce que tout comme justement dans le cas du projet REBCOL Europe, il y a une sorte de symbiose entre la recherche et scientifique et la construction de l'outil numérique. Donc, l'idée de travailler sur l'histoire juridique de la folie en Afrique m'est venue de mes travaux précédents, et en particulier des questionnements qui tiennent aux conditions, au pluralisme juridique colonial, donc au statut des populations colonisées. Et donc, disons que à un moment donné, j'ai voulu interroger, je me suis demandé qu'est-ce qu'il s'est passé, j'ai voulu interroger l'intersection de deux formes d'altérité, celle d'indigène et celle d'aliéné, dans les discours et dans les pratiques des juristes et des administrateurs coloniaux, dans les territoires que la France occupe entre la fin du 19e siècle et 1960 en Afrique. Et donc,
je me suis demandé qu'est-ce qu'il se passe lorsque cette altérité en fait, de l'indigène se double d'une différence qui est liée en l'occurrence à la santé mentale. Est-ce que ces traitements juridiques et administratifs de la folie de l'autre est appréhendé de la même façon que pour les Européens en métropole? Est-ce qu'il y a des spécificités coloniales? Comment éventuellement les discours du droit et de l'administration s'articulent avec des voix alternatives ou dissidentes autour de la mentalité, de la pathologie des populations locales. Et donc, ce sont certains parmi les questionnements qui ont animé la recherche AMIAF, qui s'est arrêtée sur différents aspects. D'abord, sur l'hétérogénéité des contextes dans lesquels les juristes et les administrateurs se saisissent en quelque sorte de la folie de l'autre, des contextes qu'on a vus pour une certaine partie, sont vraiment spécifiques à la situation coloniale. On s'est arrêté également sur les indicateurs de folie, c'est-à-dire sur les signes qui permettent aux acteurs de l'administration et de la justice de dire qu'une personne est psychiquement atteinte. Également au savoir sur les psychismes qui sont mobilisés dans le cadre de l'administration et de la justice, qui peuvent émaner, qui émanent d'autres disciplines, médecine, psychiatrie, mais également psychologie coloniale et anthropologie, mais aussi les savoirs autochtones, donc les conceptions locales de la maladie et de la santé. Et donc, bien évidemment, une recherche d'une telle étendue ne pouvait être que collective, donc ne pouvait être qu'une entreprise collective. Et donc, j'ai travaillé au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée par des historiens du droit, spécialistes de l'histoire du droit colonial, parmi lesquels il y a encore, on peut dire Florence, mais aussi des anthropologues, des psychologues et des ingénieurs spécialistes des humanités numériques, Isabelle Thibault, qui a travaillé sur la bibliothèque numérique AMIAF aussi. Donc ce projet de réaliser un outil numérique, en réalité, a été présent dès le début du montage du programme AMIAF, parce que, il m'a paru un peu comme une sorte d'évidence. D'une part, j'ai eu la chance, je baignais dans cet univers des humanités numériques dans lequel Florence m'avait entraînée. Donc, grâce au travail que j'avais réalisé dans le cadre de RevCol Europe, j'avais acquis une certaine expérience et j'avais été convaincue donc de l'utilité du numérique, non seulement comme dépôt, disons, d'informations, mais aussi comme outil pour effectivement faire surgir de nouveaux questionnements ou de creuser plus facilement de nouvelles pistes. Et d'autre part, une première reconnaissance des sources à laquelle j'ai procédé en phase de montage du projet m'avait laissé l'impression, qui a été rapidement confirmée par la suite, que j'étais face à un matériel surtout archivistique très dispersé, et c'est là non seulement d'un point de vue géographique, mais aussi dans un même fonds d'archives. Et donc, bon, je caressais l'idée de créer une archive virtuelle thématique pour regrouper et rationaliser cet ensemble documentaire. Mais en réalité, il s'agissait encore d'un brouillon de projet parce que, dans les faits, les fonctionnalités de la bibliothèque AMIAF vont justement ou souhaitent aller au-delà du simple stockage et de la simple mise à disposition des documents. Et donc, comme je l'ai anticipé, en fait, la réalisation de cette bibliothèque numérique a fait partie intégrante de la recherche. Elle a accompagné dans toutes ces étapes les travaux sur les sources, donc la recherche, la lecture, le fichage et l'interprétation. Et disons que elle a fait l'objet des différentes discussions au sein de l'équipe aussi, et l'objet de journées d'études, d'une demi-journée d'études aux Ozanam.
Alors, pour déterminer les corpus, en fait, les corpus que nous avons mobilisés a un caractère très hétérogène. Pour les définir, je suis partie je suis partie des outils les plus que je connaissais, et je me suis servi de la base de revues des Rêves Europe de Florence pour essayer de repérer notamment les questions relatives à la doctrine. Et alors, je pu remarquer assez rapidement en fait que donc dans les revues, en particulier par exemple les Darès et les Pénon, les questions relatives à la gestion de la folie ne sont pas très présentes en fait. Et disons que dans les études doctrinales, le thème n'est abordé que de manière indirecte. Il est plus présent dans la jurisprudence et dans la législation. Et il en était de même pour les manuels et les traités des droits coloniales qui étaient encore plus laconiques en la matière. Et donc, ces constats nous a donné déjà une première information cruciale, c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas dans le bon endroit et qu'il fallait en fait aller regarder ailleurs. Et donc, c'est des intérêts de ces sources que j'avais mobilisé au départ, m'a déplacé vers les archives. Et donc, nous sommes tournés d'abord vers les ANOM, les archives de Nantes, mais également les services, les fonds du service historique de la défense de Vincennes et de Toulon. Les services historiques de la défense de Toulon ont récupéré en fait la bibliothèque et les archives de l'école du Pharaon, avec l'hôpital du Val de Grasse. Et bon, il y a, ça c'est un problème que je commence à aborder, qu'il faudra voir pour la suite, la question des archives judiciaires, justement, qui mérite un discours à part. Parce que déjà, les travaux des historiens du droit qui ont mobilisé ces archives ne sont pas nombreux et mettent en exergue les difficultés d'accès. Et même lorsqu'ils sont accessibles, par exemple à Dakar, en fait, il est difficile de parvenir à des accords de numérisation pour des questions aussi d'hébergement en dehors du Sénégal. Donc, c'est toute une question qu'il faudra essayer de régler. Et enfin, nous incluons dans ces matériels d'études dont nous nous servons et que nous avons téléversés dans la bibliothèque numérique, les supports qui témoignent en fait de la rencontre entre les juristes, les administrateurs et les spécialistes d'autres disciplines qui traitent du psychisme des Africains et de la psychopathologie des Africains. Et donc, nous avons choisi d'héberger des fichiers dans la bibliothèque numérique AMIAF, les revues qui sont consacrées à l'hygiène mentale et à la psychiatrie coloniale. Et encore une fois, Isabelle Thibault a pu bénéficier en fait du travail qui avait été déjà fait sur les revues qui sont dans la base de Florence et qui maintenant sont en lien dans AMIAF aussi. Donc, alors, une fois déterminé les corpus, nous avons choisi les logiciels. Et là aussi, ça a été pour moi, ça a été beaucoup plus facile parce que Isabelle Thibault avait déjà travaillé avec Omeka et il m'a été conseillé très rapidement en raison de sa souplesse. Parce que ne voulant pas faire tout simplement du quantitatif, mais aussi du qualitatif, Omeka m'a été conseillé comme les supports les plus adaptés. Et donc, nous avons commencé à travailler en synergie entre chercheurs et ingénieurs, donc avec les postdoctorants qui ont été embauchés sur les projets, qui s'est occupé, Timothy Collier, qui s'est occupé notamment de la question du fichage et de la numérisation des documents, avec Isabelle Thibault et avec l'équipe de l'INIS. Donc, j'ai hérité en fait aussi de l'équipe INIS guidée par Alain Zandinski qui a effectué un travail
remarquable. Et disons que ces échanges sont loin d'avoir été de toute évidence, parce qu'au départ, on ne se comprenait pas du tout. Et les exigences et les objectifs étant parfois très différents. Et en effet, il nous a fallu plusieurs rencontres quasi quotidiennes au départ pour entrer dans celui qu'Isabelle Thibault a appelé l'entre-deux-mondes du scientifique et du numérique. On l'a marqué même dans l'article qu'on a fini par coécrire à 8 mains pour relater cette expérience dans Clio et Thémis. Donc, bon, pour la page, je vais vous montrer l'outil et en fait, je vais partager l'écran. Alors, donc voilà, en choisissant la structure de la page d'accueil, on a décidé donc de présenter de la manière suivante, donc les descriptifs du projet, les contenus qui représentent l'ensemble en fait des collections, toutes collections confondues, les collections qui représentent en fait, qui présente les collections regroupées en 3 parties. On les a divisées en articles, archives et iconographie. Les index qui sont une modalité de recherche sur laquelle je reviendrai. La carte qui permet une recherche par lieu, que vous avez vu également de la bibliothèque Revcol Europe, et la recherche libre par mot avec la loupe. Nous avons décidé d'afficher dans le bandeau central, donc de faciliter l'accès aux différentes collections, la carte et les nuages de tags. Alors, la conception du site s'est accompagnée d'un travail de défichage et de numérisation des sources. Alors, pour la numérisation des sources d'archives, en particulier des ANOM, nous avons bénéficié des conditions très, très favorables parce qu'on a réussi nous sommes accordés avec les ANOM et la directrice Isabelle Dion nous a accordé l'accès au laboratoire photographique des archives. Donc, Timothy Collier a pu numériser les images en TIFF, donc en qualité optimale pour être directement téléversées dans la bibliothèque. Et l'autre part, les archives de Vincennes qui sont présents dans la bibliothèque numérique ont été numérisées à partir d'un appareil de photo avec une très bonne résolution. Donc, pour ce qui concerne les fichages, tout comme dans les cas de Florence, nous avons utilisé des tableaux Excel pour recenser les différentes informations que nous avons préalablement décidé de fournir aux usagers pour chaque document. Est-ce que je vous montre un partage d'écran, un document Excel? Il s'agit d'un document qui concerne en fait les fonds ANOM en particulier. Et donc, vous voyez dans l'intitulé un peu les informations qu'on a voulu fournir. Je montrerai par la suite à quoi ça correspond effectivement dans la bibliothèque numérique. Donc, vous voyez, il y a des informations qui sont de caractère plus descriptif, donc les territoires, les lieux de rédaction, la date de rédaction du document, la typologie, etc. Et d'autres qui ont une nature un peu plus interprétative, comme par exemple la question de contexte, la question des mots qui sont utilisés, la question des signes. Je dis interprétative parce qu'en fait, la définition du contenu de chaque entrée n'a pas été toujours évidente. Elle a fait l'objet de discussions au sein de l'équipe restreinte et de l'équipe plus vaste du projet. Et disons que ces tableaux Excel sont un peu une sorte de passage de traduction de la langue du chercheur à celle de l'ingénieur, et qu'il y a des règles de remplissage qui sont très, très strictes. Et en fait, quand on était passé
de RevCall Europe d'un RevCall Europe, pardon, des fichiers Word au fichier Excel, j'avoue, j'ai un peu souffert au départ. Et disons que ces règles qui peuvent paraître très strictes et réductrices pour les chercheurs sont indispensables pour les techniciens pour téléverser les métadonnées de manière correcte dans la base. Alors, dans cette base, on a choisi des différentes modalités de proposer des différentes modalités de recherche. Donc, au-delà du moteur de recherche global où je peux justement faire une recherche vraiment folle et j'ai l'ensemble des documents qui se rattachent à ces mots qui s'affichent. Nous avons voulu également, tout comme dans le cas de RevCall, utiliser la carte interactive. Et une autre modalité de recherche est celle du nuage de tags, en fait, qui a vocation à proposer une quantification qui est visuelle des grandes problématiques auxquelles a eu affaire l'administration coloniale dans le traitement de la maladie mentale. Donc, il s'agit d'une série de choix de mots qui ont été faits en amont, en échange avec les autres collègues, et cet échange a permis de retenir les mots-clés qui ont été affichés. Encore, il est possible de naviguer tout simplement par collection, donc suivant qu'on veuille accéder aux documents d'archives, à l'iconographie ou aux articles et aux revues. Et enfin, disons, avant de passer à la modalité index que je vais vous montrer de manière plus détaillée, on peut naviguer par contenu en utilisant en fait les facettes sur la gauche pour restreindre et pour cibler la recherche des documents. Donc, par exemple, disons que je vais travailler sur un sujet qui m'a occupé récemment, les hôpitaux au Maroc. Et voilà, vous avez l'ensemble des documents qui sont dans la base qui s'affichent, y compris justement les documents iconographiques qui concernent cette thématique. Et enfin, la recherche peut se faire, comme je vous l'avais anticipé, par index. Et c'est un aspect qui nous a donné beaucoup... c'est un aspect auquel on tenait de manière particulière et qui nous a donné un certain travail à nous et à l'équipe des linistes. Donc, nous avons, comme je l'ai dit auparavant, nous avons souhaité en fait que notre bibliothèque CAMIAF ne se borne pas tout simplement à réunir un corpus documentaire, mais qu'elle permette à ses usagers d'interroger les documents hébergés suivant des cheminements qui seraient pas inenvisageable, mais difficilement envisageable en dehors des croisements qui sont permis par notre outil et de faire ressurgir aussi certains questionnements, de proposer certains questionnements que nous, on s'est posés et qui sont un peu, qui constituent un peu un vide, en quelque sorte, historiographique, où il y a, par exemple, où il y a des manques. Et donc, nous avons décidé, je fais une parenthèse, aussi bien les index que les facettes que je vous ai montrées auparavant dans la recherche par facette ne sont pas figées, ne sont pas ont vocation à évoluer et à être alimentées. Avec éventuellement les propositions, l'idéal serait d'avoir les propositions des usagers qui, dans la pratique de l'outil, puissent faire remonter
des conseils, des indications, de remarques. Donc, pour l'instant, les index que nous avons listés concernent les contextes, justement, où l'administration et la justice se saisissent de la santé mentale, les territoires coloniaux qui sont concernés, les lieux où les documents sont rédigés, et les institutions qui sont tour à tour impliquées. Et enfin, un index auquel je tenais spécialement en particulier et qui quand même ça a été une véritable essai, une véritable question que chaque membre de l'équipe se pose par rapport à sa propre recherche personnelle, l'usage justement de mots pour désigner la maladie mentale, que ce soit chez les populations indigènes ou chez la population européenne. Donc, je veux m'arrêter un moment sur cet index. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu le temps. Donc, sur cet index dont le but, c'était de répertorier en fait la terminologie exacte utilisée par les acteurs de l'époque. Et à la différence de ce qu'il se passe avec les nuages de tags, parce qu'on pourrait se dire en fait que certains mots qui se retrouvent dans l'index mots recoupent en quelque sorte les mots qui se retrouvent dans les nuages de tags. Disons que c'est un outil différent, parce qu'ici, on a voulu, de manière rigoureusement littérale, retranscrire ce qu'on retrouve dans les archives. Donc, ce sont en quelque sorte les archives qui ont dicté la transcription de mots. Et alors, comme je le disais, cet index en particulier a fait l'objet de plusieurs discussions au sein de l'équipe pour résoudre beaucoup de cas doutés. D'une part, en fait, nous avions une injonction technique à la simplification, en fait. Donc, il y avait, comme vous les voyez, des groupes de mots, de formulations qui ne se résumaient pas à un seul mot. Et donc, pour un index, du côté technique, il était souhaitable que les visuels ne soient pas trop lourds. D'autre part, nous nous posions la question de la répétitivité de certains termes, notamment, par exemple, voilà, là, on a la question du mot débile avec les occurrences et les spécifications. Et puis, un autre objet de débat, ça a été lié à la question donc, du genre, qui a été pertinemment soulevée par Florence, entre autres, et l'emploi du masculin féminin dans ces index s'est posé. Donc, on a fini par décider de garder, en fait, les différentes déclinaisons de masculin, féminin, par exemple, folle, fou, aliéné au féminin. L'index devrait permettre de creuser des problématiques qui en fait sont cruciales pour notre recherche, pour la recherche en l'occurrence sur la manière d'appréhender l'altération mentale de populations colonisées en Afrique. Et donc, dans un article qui est en cours de publication, je me suis un peu amusée à effectuer une analyse des mots. Et surtout, je voulais un peu tester l'outil. Et donc, il est possible à travers cet outil, voir un peu avoir une idée de la fréquence des occurrences et de la typologie des documents dans lesquels ces occurrences se retrouvent. Par exemple, il est possible de voir sur la base du matériel qui est déposé, bien entendu, dans la bibliothèque, que les mots aliénation mentale et aliéné sont certainement ceux qui sont utilisés les plus souvent, suivis par les mots folle, folie, fou, dans les différentes spécifications, en particulier des folies furieuses. On peut voir dans quelle typologie des documents ils sont utilisés.
Encore, on peut analyser la continuité, les continuités et les ruptures dans les questions, dans les usages des mots. Donc, on peut détecter, par exemple, une certaine continuité lexicale dans les écrits des acteurs les administrateurs, des juristes entre la fin du 19e siècle et les années 1950. Donc, par exemple, la question émerge, qu'est-ce qu'il se passe en 1950, est-ce que la terminologie, ça change par rapport à une prise en charge différente de la santé mentale, est-ce que ça concerne quel territoire, etc. Donc, ça permet en fait de faciliter la recherche. On voit par exemple qu'il y a des mots psychopathes qui émergent de plus en plus, qui émergent et qui surtout est utilisé dans les cadres des préfectures algériennes. Et encore, disons que cet outil peut permettre, cet index des mots peut permettre en fait de faciliter l'analyse croisée des sources juridiques et administratives, mais avec les sources médicales. Et puisque les sources sont affichées simultanément, bon, puis on peut les trier suivant toujours les facettes, mais puisqu'elles sont affichées simultanément, on a un visuel qui est complet sur les matériels qui est dedans. Et donc, il devrait être plus facile d'étudier les points de contact entre la terminologie qui est utilisée par les juristes et les administrateurs et celle qui est utilisée par les médecins et les spécialistes d'autres disciplines, puisque les mots peuvent être en effet un indice des théories médicales et des savoirs dont la justice et l'administration s'inspirent à une époque déterminée. Disons que ce travail sur les index peut avoir un certain intérêt pour répondre à des questions telles que est-ce que le vocabulaire des acteurs du droit est-il tiré des connaissances médicales, est-ce que la manière de désigner l'altération mentale fait plutôt partie d'une forme de savoir qui est partagée par les administrateurs et les juristes, voilà, des questions qui peuvent être dénouées à l'aide de cet outil. Et donc, il a été possible, par exemple, de voir qu'il est possible, j'ai pu constater, par exemple, que les mots fou ou folle sont également mobilisés par les médecins que par les juristes, sauf que les médecins l'utilisent dans les écrits médicaux, sont utilisés avec une précision, avec des spécifications et avec certaines précisions qu'on ne retrouve pas dans les langages administratifs. Et puis, il y a d'autres formulations qui, en revanche, sont plutôt du milieu médical, comme confusion mentale ou la notion de santé mentale, qui, elle aussi, elle émerge dans les années 1950, surtout. Et donc, on peut mettre en rapport cette émergence en 1950 avec les changements lexicaux et avec l'utilisation en fait de plus fréquente, par exemple, du mot psychopathe. Voilà, il s'agit de quelques éléments qui n'ont aucune prétention d'exhaustivité, mais voilà, qui montrent un peu quel cheminement l'outil que nous avons créé peut proposer et les facilitations qu'on souhaite du moins offrir aux chercheurs. Et il faut également garder à l'esprit qu'il s'agit d'un corpus qui n'est pas non plus exhaustif, dans le sens qu'il a vocation à être alimenté. Et donc, tous les problèmes qui ont été dénoués par Florence se posent aussi à Amiaf, et encore plus dans un moment où voilà, le financement ANR, qui a donné quand même une certaine stabilité au projet, va expirer. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était très intéressant. Alors, le temps que certains se manifestent s'ils ont des questions, moi je voulais souligner pour vos deux plateformes, je trouve que vraiment l'emploi de la carte
apporte vraiment une plus-value assez importante. Enfin, en tout cas, moi, ça me saute aux yeux. Et je voulais savoir dans quelle mesure ça a été tout de suite une possibilité envisagée ou finalement, est-ce que ça s'est imposé à la fin, en construction, en cours de construction des différents projets? Alors, de notre côté, c'est Alain qui nous l'a proposé, en fait. Donc, nous, on n'avait même pas pensé que ce serait possible. Et c'est lui qui a proposé de faire cette carte parce que, justement, il voulait tester un nouvel outil qu'ils créaient eux-mêmes pour suivre et puis pour l'utiliser après pour d'autres bibliothèques ou sites. Donc voilà, donc on a adapté avec lui, toujours à cette question de qu'est-ce qui va être utile pour les plus techniciens, qu'est-ce qui va être utile pour les chercheurs pour trouver un modus vivendi. Mais voilà, l'initiative vient de lui en tout cas. Oui, et dans le cas d'AMIAF, ça avait été déjà mis en place pour École Europe, donc ça nous a été proposé, ça nous a paru intéressant d'avoir cet outil qui néanmoins dans les fichages comporte que les géolocalisations soient toutes notées dans les colonnes. C'est pas un travail très... ça semble facile, mais en réalité, il y a un travail d'envergure derrière. Et ça a demandé, pardon, je suis rebondie du coup parce qu'elle m'y fait penser, pour rebondir sur ce que tu dis Sylvia, en plus elle a demandé de changer tous les noms des villes, parce qu'en fait ils ont les villes avec la plupart des noms coloniaux, et en plus ils ont dû réadapter systématiquement avant de mettre, pour que ça soit utilisable par les utilisateurs d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est un travail, ça a l'air facile comme ça, mais à plus d'un titre, extrêmement... assez long, quoi, assez long. Avant que je repasse la parole à Ninon, juste pour finir sur cette question des cartes, est-ce qu'il y a eu une difficulté liée à, je sais pas moi, au changement de territoire, puisqu'on parle en effet des noms qui changent selon l'époque ou selon si c'est le colonisateur qui donne le nom ou inversement plutôt le nom local. Est-ce que même les délimitations dans vos cartes, est-ce que c'est finalement des délimitations contemporaines ou il y a quand même ce travail aussi de retranscrire peut-être d'autres réalités pour vos périodes respectives? Je réponds. Vas-y, Sylvie. Bon, dans les cas d'AMIAF, on avait décidé de faire, de choisir au final juste l'époque contemporaine pour faire un repérage géographique de géolocalisation. Alors, nous, dans le cas, pour résoudre la question, parce qu'en fait, il faudrait une super carte interactive pour montrer ce qu'ont été les territoires, etc. Donc, bon, ce qui n'a pas été fait, bon, je ne sais pas ce que ça demande, mais ça doit être... Donc, ils ont trouvé des points qui sont des points consensuels, c'est-à-dire qui sont ceux d'hier et d'aujourd'hui, voilà, sans préciser nécessairement les frontières. Pour pas avoir de... Mais c'est vrai que ce serait très intéressant d'avoir une carte qui puisse bouger. Alors, tout est faisable, je ne sais pas, parce que ça demanderait techniquement de... Mais ouais. Moi, j'ai une toute petite question très spécifique autour des collections, parce que je les ai repérées, Sylvia en a parlé, et c'était indiqué quand elle nous a montré, quand on fait une recherche en parcourant les contenus, on voit la collection qui apparaît en dessous, articles, illustrations, et puis je ne me souviens pas de la dernière. Mais oui. Et Florence, est-ce que chez toi, sur le projet, les collections, ça correspondait à quelque chose? De notre côté, les collections, en fait, c'est les types de revues. Comme ce sont que des revues, les collections, à l'intérieur, tu as les différentes revues. Parce qu'on a mis à part tout ce qui est prosopo, etc., qui est un élément en soi, quoi, qui est différent des collections. Voilà. Donc, collection, tu as l'ensemble des revues avec les années dessous. Si tu veux faire une recherche plus par année, etc. Mais ce que te permettent d'autres bases de données plus... Mais bon, comme il y a des choses qu'on a numérisées qui sont nulle part ailleurs, c'est vrai que ça peut aussi servir à des gens qui voudraient faire quelque chose de plus quantitatif ou faire toute une revue, etc. Voilà, c'est à ça que sert l'entrée, en fait, davantage à ce moment-là. J'ai un tout autre commentaire sur les index parce que Sylvia a vraiment insisté dessus et je vois bien à quel point il me semble que c'est vraiment le point d'entrée en fait
Là, ce qui m'intéresse dans ton index, c'est ce que tu nous as montré dans le détail, hein, et dans ce long index sur les mots de la folie, où, en fait, vous n'avez, si j'ai bien compris, vous n'avez procédé à aucune simplification ou aucun regroupement. C'est ça, vous n'avez pas cherché, en fait, à faire des rapprochements. Et ce qui fait que, en soi, rien que de regarder cet index avec les indications entre parenthèses qui correspondent au nombre de contenus concernés, si je comprends bien, c'est déjà très, très éclairant, quoi. On pourrait, rien qu'en regardant cet index, on tire plein d'informations, finalement. C'était un peu, notre but, hein, et la question, si on a simplifié, on a convenu, parce que ça a fait l'objet d'un certain nombre de négociations avec Isabelle Thibault et avec Alain surtout, Zadinsky, avec l'INIS, pour venir à un mot et pour regrouper. Et donc, on est rentré dans une sorte de réécriture pour le dire avec des mots contemporains, du DSM, donc du manuel de psychiatrie, en regroupant donc certains mots sous un mot commun, en fait. Je ne sais pas si je m'explique, dans le sens de mettre des mots sur des mots qui étaient utilisés par l'administration coloniale, par l'administration à l'époque, par nos sources. En fait, de se dire que, au fond, les délires pouvaient être regroupés, les délires chroniques pouvaient être... par exemple, les délires systématisés chroniques, on pouvait les regrouper dans les délires et dans les délires systématisés. On n'a pas voulu simplifier parce que ça peut tromper en fait l'analyse qu'on voulait fournir. Et donc, ça donne un visuel qui peut-être n'est pas super ordonné avec un index composé d'un mot, mais qu'au final, on a décidé qu'il était plus efficace. Dans la suite, peut-être on va réussir à faire en sorte que les mots, les différents termes s'affichent sans spécification. Par exemple, les mots aliénés s'affichent on affiche aliéné, et puis en cliquant dessus, on a le déroulement des différentes spécifications, aliéné chronique, dangereux, médico-légal, etc. Mais ça nous a fait l'objet d'un certain nombre de discussions. Ça ne s'est pas fait comme ça, le choix. D'autant plus que sur les mots, il y avait aussi un problème de faire les tris, parce qu'un autre index auquel, moi j'étais spécialement attachée, était celui des signes, en fait, donc qui répertoriait un peu tout ce qui faisait dire aux administrateurs ou aux juges quand il y a très peu de jurisprudence qu'il peut y avoir, faisait dire qu'une personne était psychiquement atteinte. Donc, le fait de hurler dans la rue, le fait qu'il avait été, etc. Donc, parfois, il y avait des cas un peu limites où signe et mot se confondaient. Donc, on a eu tous les temps. Ça a été un travail, en fait, tous les jours avec le doctorant, le postdoc Timothy Collier. On avait des questions existentielles dans ce genre à essayer de trancher. Je voudrais rebondir. En fait, je travaille à la bibliothèque UJA, je suis responsable du service du patrimoine et de la numérisation. Et en fait, je voudrais rebondir sur cette problématique de l'indexation qui semble assez importante pour vous. Enfin, vous savez qu'à la bibliothèque UJA, on numérise des JO des anciennes colonies françaises. Enfin, plutôt, on passe par l'intermédiaire de la BNF, c'est un programme de numérisation concerté. On a envoyé en fait les JO de l'Algérie française, les JO de l'Indochine. Cette année, on va envoyer, je pense, la Côte d'Ivoire, et il nous reste encore la OF. Et donc, bref, on ne les met pas dans notre bibliothèque numérique parce qu'elle n'est pas paramétrée pour ça. On est sur le droit romain et le droit canonique. Mais donc, on trouve tous ces documents dans Gallica, effectivement. Et donc, on peut rechercher par le biais du langage Rameau. Est-ce que ça vous convient? Parce que du coup, vous avez fabriqué votre propre indexation
pour que ça corresponde bien à vos besoins, quoi. Mais est-ce que dans des bibliothèques numériques comme Gallica, vous trouvez en fait de quoi alimenter vos recherches? Comment vous pouvez l'utiliser? Voilà, c'est un petit peu un pas de côté par rapport à ce que vous développez actuellement, enfin, votre propos, mais ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur Gallica. Bien sûr, ça facilite largement la tâche, dans le sens que ça facilite le repérage et le travail que vous faites, que la BNF fait. Ça facilite certainement le repérage des sources qui ont vocation à être intégrées dans l'outil. Mais l'indexation avait un but... Enfin, les buts de l'indexation étaient celui vraiment de répertorier les vocabulaires. C'est plus, ça prend le départ plutôt d'un questionnement qui est scientifique, en fait, parce qu'on s'est aperçu que souvent ces mots pouvaient être utilisés d'une manière, enfin, on pouvait utiliser un même mot pour désigner des situations différentes. Enfin, au final, ces mots, souvent, c'était des mots vides en quelque sorte. Et en plus, ce sont des mots qui se retrouvent dans les documents d'archives que nous avons aussi analysés. Et donc vraiment, ce sont les mots qui sont mobilisés par les acteurs de l'époque. Donc certainement, un travail le travail que vous faites de votre côté, ça facilite les nôtres. Oui, alors si je comprends bien, en fait, effectivement, le langage Rameau, c'est un langage juxtaposé qui brasse, en fait, qui couvre qui a moins de précision que ce que vous dites. Et en fait, votre travail sur l'indexation, c'est presque du travail en humanité numérique, c'est-à-dire que c'est presque des entités nommées que vous essayez de déterminer, en fait, dans les corpus de texte. Quelque part, oui, pour interroger effectivement la manière dont, pour interroger ce que c'est en fait au final la folie, l'altération mentale dans les discours du droit de l'administration. Oui, Florence? Oui, c'était pour rebondir sur ce qu'avait dit avant, en fait, Sylvia, par rapport au thésaurus. Par rapport à l'index, mais ça m'a fait penser par rapport au thésaurus, parce que se pose une question qui est qu'on voit les choses évidemment avec nos catégories. Et donc faire un thésaurus en droit, en fait, c'est faire un thésaurus en droit français en réalité. Or évidemment, dans nos... Enfin non, ça ne devrait pas être ça, mais justement, c'est le réflexe qu'on a. Or dans les revues, là, on a des revues, évidemment, des articles qui sont en arabe, etc., avec d'autres conceptions du droit. Et donc voilà, c'est une question qu'on n'a pas encore résolue, mais qui pose l'interrogation de la décolonisation des index, voilà, et des thésaurus, et pas comment les penser en fait pour qu'ils soient. Enfin là, ça ne se pose pas dans le cas de Sylvia, parce que de toute façon, là, sur les textes, il n'y a pas de... Mais je veux dire, d'une façon générale, comment allier des sources comme ça qui, derrière, ont des conceptions différentes pour que ça soit lisible le plus possible, en fait, et sans calquer nos propres catégories, puisque c'est nous qui le faisons. Voilà, c'était juste un... Non, mais c'est intéressant parce que à partir du moment où on imagine que l'index, ça va justement être le lieu d'échange, en fait, le lieu qui va faire passerelle entre les différents contenus. Tu vois, quand tu veux mettre en lien deux contenus, un article en droit français et puis un autre article qui fait apparaître le vocabulaire que tu évoques, pour les mettre en relation, il faudra trouver un mot commun. Alors justement, c'est pour ça que dans le projet de Sylvia, comme c'était sur l'aliéné, les index, je pense que ça fonctionne super bien, etc. Mais nous, le fait que on ait nous, je pense que l'idée qui était d'Alain, qui a mis une recherche avancée avec des critères qui sont très très précis, est sans doute plus pertinente par rapport à ce que tu dis, parce que ça permet justement de mettre des termes très différents dans un même index. Et là, peut-être que ça permet des croisements, dans une même recherche, ça permet des croisements que l'index ne permettrait pas. En fait, on passerait sans doute à côté de choses, et ça résout cette question ça résout peut-être cette question
comment on conçoit les choses, voilà, avec nos catégories. C'est vrai que peut-être ça vaut le coup d'y réfléchir projet par projet. Hein. Ouais. Enfin, Est-ce que je peux rebondir sur effectivement, ça serait, non, je pense que ça serait effectivement souhaitable qu'on puisse y réfléchir au-delà des projets, effectivement. Mais en fait, moi, je n'avais pas l'ambition de faire un thésaurus comme dans les sens dans lesquels tu l'as fait avec Red Call, hein, et Florence. C'était une ambition un peu plus... Enfin, c'était vraiment la question des mots. Enfin, ça ne se posait pas la question de regrouper des mots, ce sont les mots qui se regroupent par eux-mêmes. Et c'est un peu peut-être le principe qu'on avait commencé à faire avec les nuages de tags. C'est là on a choisi, par contre, nous, de regrouper certains documents sur la base de certains mots. Mais comment se libérer, en fait, de la partie arbitraire ou quand même les réduire, hein, ça, c'est une question. Oui, Sylvia, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est-à-dire, attends, le nuage de mots, ce que tu veux dire, c'est que ce sont des termes, des notions dans lesquelles vous avez fait entrer plusieurs... Enfin, ça correspond à plusieurs mots de ton index. C'est ça que tu veux me dire? Ou j'ai pas compris? Des mots, mais à la fois, ce sont des thématiques en réalité. Et c'est un choix qui a été fait de manière arbitraire. Ça ne recoupe pas les mots qui sont utilisés. Par exemple, aliénation. Sous aliénation, c'est nous qui avons choisi que certains documents, ça fait une autre ligne du tableau Excel, une ligne à part. C'est nous qui avons choisi que que certains documents pouvaient rentrer dans les quatre, enfin, dans les mots aliénation ou dans les mots internement. Et c'est effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra à un moment donné un peu améliorer, de mieux expliquer. Pareil pour les mots de la folie, c'est nous qui avons choisi des documents, enfin, que ces documents étaient intéressants pour étudier la question des mots. Ce sont des indications en fait que nous avons données à travers l'analyse des documents, mais qui ne recoupent pas qui, à la différence des index des mots, ne sont pas tirés des sources, en fait. Ne sont pas des mots qui sont tirés. Je ne sais pas si j'étais claire, en fait, ça a été... Si, tu réponds à ma question, mais c'est une question que je me pose, moi, pour la préparation enfin, du site et de la base de données. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me demande s'il ne faut pas donner ces clés d'entrée. C'est-à-dire que, tu vois, limite, expliciter, parce que nous, ça nous semble naturel, là, bah voilà, par contenu, le visiteur va se retrouver avec l'ensemble du contenu. Quand il va rentrer dans telle ou telle collection, et il va... Bon, moi sur certains trucs, je me demande, tu vois, par exemple, les tags, le fait que ça soit des notions qui soient préconçues, pré-pensées, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut imaginer quand on regarde le site. Et moi, j'ai demandé à Alain, par exemple, si on pouvait pas, quand on arrive sur contenu ou sur la première page, avoir un moment donné une sorte de guide de la recherche sur le site ou si tu veux, de moyens de comprendre comment ont été pensés les index, tu vois, une sorte d'explication de l'armature en elle-même. Je me demande dans quelle mesure c'est pas aussi important et éclairant pour le visiteur. Je ne sais pas. Oui, je vois pas techniquement comment ça pourrait être, enfin, en rajoutant des onglets. Bon, je vais penser un peu de résoudre avec la question aussi de renvoyer à la publication des clients. Mais bon, pas forcément les lecteurs, enfin, l'usager va effectivement lire les articles. Ça, c'est le plus simple de trouver les guides dans la bibliothèque même.
Je ne sais pas, Florence? Oui, en fait, je pense pas que ça pose de problème, parce que c'est vrai qu'on s'était posé, et puis on l'a pas fait finalement, mais la même question que toi, c'est-à-dire d'indiquer effectivement, on est situé d'où on partait, ce qu'on voulait faire. On a juste fait, mais on les a pas encore, mais je pense que c'est faisable effectivement en mettant, oui, comme un guide avec ce qu'on a fait aussi, mais on l'a pas diffusé, mais c'est peut-être une solution, et les collègues, ça avait bien marché, c'est qu'on a fait des petites vidéos de prise en main et d'expliquer pourquoi on avait fait ci, ça pour les étudiants, et ils étaient très contents, parce que lire en page, ça leur semblait un peu, enfin, c'était un peu sec et tout, et ils avaient beaucoup aimé ces petits formats en fait. Je sais pas si, mais c'est vrai que, enfin, dire d'où on est situé, ça, enfin, comme tu dis, hein, ça semble important. En tout cas, Sylvia, moi je lirai ton article sur les index, hein, ça me semble. Donc tu me fais signe quand il est écrit. Louise, Oui, moi j'avais aussi sur la continuité de ces questions de tag, d'index. J'ai une question, parce qu'en regardant une des photos là, sur le site lié à l'aliénation, la photo Baba Salah le fou, qui est assez marquante, qui est un vieil homme derrière des grilles. Et j'ai constaté qu'il y avait finalement assez peu de tags. Et du coup, ça me posait la question de, finalement, est-ce que c'est pas des tags surtout pour l'écrit, des documents écrits, imprimés? Et est-ce que quand c'est de l'iconographie, est-ce que d'un coup on est un peu plus gêné au niveau des tags, jusqu'où on décrit pas, voilà. C'est vrai que enfin, les informations qu'il y a sont des informations qui sont tirées justement du document. Effectivement, pour cohérence, on aurait dû faire référence aux signes, etc. Mais là, ça aurait été notre interprétation, le fait qu'il est derrière les grilles, etc. etc. L'iconographie a été encore un peu moins soignée que le reste, ça il faut le dire. Et d'ailleurs, il n'y a pas encore tous les documents iconographiques qui sont versés dedans. Mais c'est vrai que c'est une question effectivement à réfléchir, celle des informations qu'on donne, enfin d'uniformer avec les autres documents. C'est que parfois on n'en a pas, hein, sur Baba Salah le fou, il n'y a pas, justement, ça peut pousser à la recherche sur ces personnages aussi. Et donc l'idée, c'est de l'alimenter au fur et à mesure. Oui, il y a une question qui s'est posée. Enfin, c'est Fabienne Chamelot qui était engagée pour faire du dépouillement, qui nous en a parlé, qui avait été choquée par certains contenus. Et c'est vrai que nous, on est tellement habitués à travailler sur le colonial que... Et elle nous a dit qu'on avait intérêt à mettre sur la bibliothèque, parce que c'est des bibliothèques qui finalement touchent peut-être des publics plus larges qu'on pourrait le penser, de mettre des formes d'avertissement. En fait, je le dis juste comme ça parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement des choses auxquelles on aurait pensé. Enfin, je sais pas, Sylvia, toi, si tu as, mais que finalement, ça peut peut-être être utile, quoi. Pardon, j'avais coupé le micro. Dans quelle forme? Sur les usages des termes, sur les... Oui, de bien... un avertissement général. Je ne sais pas, dans le sens que la précision que je fais sur la mobilisation, nous, ça nous paraît... Non, mais juste ouais. Non, juste que les gens peuvent être choqués, quoi, tu vois, avec moins de 16 ans, etc. C'est une vraie question. Mais c'est une vraie question. Et moi, perso, je n'ai pas trop la réponse. Mais oui, enfin, peut-être dans l'explication, effectivement, les rajouter, ça serait... C'est vraiment une problématique qu'on s'est posée en fait avec Ninon par rapport à la future base. Est-ce que s'il y a des images d'exécution ou pas dans le procès, comment, qu'est-ce qu'on montre, est-ce qu'on montre pas? Donc c'est très intéressant de savoir finalement est-ce qu'un bandeau ça suffit, est-ce que ça suffit pas, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire? C'est très intéressant de voir cette problématique qui avec le colonialisme ressort. Moi, je crois qu'il faut le faire à minima, parce que je participe de plus en plus à des séminaires qui commencent, que ce soit sur le genre ou sur la question collège, qui commencent en disant que des gens peuvent sortir de la salle s'ils le veulent. Donc, je pense que c'est quand même surtout sur les jeunes chercheurs. Enfin, voilà, je crois que ça mériterait d'être fait même à minima, parce que ça risque de finir par être problématique. Mais bon, après, les observations personnelles ne constituent pas une preuve. Mais...
Ouais. Non, mais bon, c'est vrai que nous, on se pose, mais alors, nous, on se pose la question, mais quand on a déjà dépassé un seuil, parce que, bon, en travaillant sur les procès filmés liés à des crimes de masse, hein, on ne peut pas non plus s'attendre à d'autres sortes d'images. Mais c'est vrai quand il y a une production pendant l'audience d'une image preuve qui est d'une particulière violence, voilà, on se pose la question parce que tu le disais, Florence, et tout à l'heure, Sylvia, tu en parlais aussi, il y a cette question du public, quoi. Finalement, quand on ouvre un site au public, qui va pouvoir le consulter? Bah, a priori, tout le monde. Et c'est la question que je voulais terminer par ça parce que c'est intéressant. Est-ce que vous avez un retour sur, justement, est-ce qu'il y a un moyen de savoir qui consulte ces bases, qui les a exploitées? Je suppose que maintenant, c'est des choses qu'on peut savoir. Je prends simplement l'exemple d'un carnet de recherche sur hypothèse. Quand on a un carnet de recherche, il y avait un outil. Alors, je ne suis pas allée le consulter, mais il y a un outil qui permet de voir d'où viennent les connexions et qui a consulté. Est-ce que vous avez un retour là-dessus? Alors, on ne l'a pas directement, mais Alain peut l'avoir par contre. Mais on ne l'a pas directement comme sur WordPress où tu y accèdes. Voilà, tu y accèdes. Du côté Amiaf, en fait, la publicité de l'outil n'a pas encore été vraiment faite, dans le sens il y a eu aussi la question de, enfin, une première publication d'un Clio Themis, mais puis après, il n'a pas encore été diffusé dans l'attente de certains peaufinages qui avaient été demandés. Et je voulais rajouter une question justement sur la... je ne me suis pas tellement posé effectivement la question de l'avertissement au lecteur. Hein. La question qui s'est posée, c'est celle dans notre cas des anonymisations, en fait, par exemple. Des anonymisations s'agissant des questions sensibles. On a eu à anonymiser un certain nombre de documents qui sont accessibles librement, mais qui doivent être anonymisés une fois qu'ils sont mis en ligne, en fait, numérisés. Et donc, quand ils touchent à des questions sensibles comme la santé ou l'origine présumée. Donc voilà. Mais cette question du vocabulaire, elle est d'autant plus intéressante que Sylvia, quand tu as pris la parole, tu as commencé par nous dire que tu allais utiliser le mot indigène et que tu allais... Donc toi-même, tu as pris cette précaution-là. Et donc, ce que disait Florence, c'est vrai. Bon, c'est vrai que moi, ça ne m'a pas frappé en regardant ton index, mais effectivement, on retrouve tout ce vocabulaire colonial et alors qu'on prend, nous, des précautions de langage. Moi, et pareil devant mes étudiants, je fais un cours sur le statut des indigènes. Alors, merci Florence, merci Sylvia, parce que j'ai tout pris chez vous. Mais on prend cette précaution avant de prendre la parole en disant attention, je vais employer des mots qui sont les mots qu'on trouve dans les sources et là qu'on trouve comme ça sur le site. Donc, c'est une vraie question. La question, si je peux dire une chose, la question, peut-être que là, ça va devenir aussi un peu polémique, c'est jusqu'à quel point il faut aller dans les justifications. Dans l'essence, ce sont des termes qui sont dans les sources. Peut-être il ne faut pas trop en faire non plus, parce que ça peut pousser j'en parlais avec une collègue qui travaille sur l'antisémitisme et les représentations de l'antisémitisme. En fait, il y a parfois une tendance à vouloir remplacer un mot des sources par un mot politiquement correct. Donc voilà, c'est ça mon doute. C'est pour ça que je pense que ça fait vraiment l'objet peut-être aussi d'une séance de séminaire. Oui, c'est ça. C'est comment penser cette information et trouver justement sa juste place. C'est-à-dire qu'il y a une recherche qui est très,
qui est très importante sur le vocabulaire. Donc, il ne faut pas changer les mots. Il faut que les mots, puisque ce sont des mots qui renvoient à des contenus, donc il faut bien qu'ils apparaissent, mais peut-être par des… voilà, dans le simple registre informatif que je sais pas. Est-ce que ça trouve sa place sur un site qui est un site de recherche et non pas un site pédagogique? Donc là aussi, on cible aussi un certain public. Bon, on aura l'occasion peut-être d'y revenir parce que c'est quand même un point, en tout cas un point intéressant quand on regarde que ce soit la précaution vis-à-vis des images ou la précaution vis-à-vis du vocabulaire. Je pense qu'il y a les deux questions qui ont été soulevées dans ce qu'on vient de se dire. J'ai une question pour le futur, en fait. Vous avez fait un formidable travail, mais qui est un travail humain. Est-ce que vous envisagez éventuellement d'utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider dans votre travail, notamment, par exemple, pour tout ce qui est l'indexation, la reconnaissance d'entités nommées? Parce que vous avez montré, en fait, votre indexation. Par exemple, si vous aviez des corpus multilingues, l'intelligence artificielle pourrait effectivement rechercher, par exemple, les termes équivalents et les traduire automatiquement. Elle pourrait, par exemple, extraire des données dans les documents pour vous faire ressortir une classification. Elle pourrait, à partir de votre nuage de mots, par exemple, repérer en fait toutes les équivalences dans le texte et les regrouper. Enfin, il y a des outils maintenant qui vont permettre en fait d'explorer de manière très très puissante les corpus de texte, quoi. Est-ce que vous envisagez d'utiliser ces technologies en fait? Florence, Sylvia? Alors, je ne peux pas répondre à la place d'Alain, en fait, je sais jusqu'à quel point. Mais de fait, pour la question des textes en arabe, par exemple, il se trouve que j'étais dans le truc, dans le consortium d'ISTAM, où c'était un problème, enfin, où c'est une question très… donc, je relayais ce qui se faisait à Alain, et donc l'idée, c'était d'utiliser des outils qui sont déjà utilisés par nos collègues arabisants, effectivement. Après, sur l'intelligence artificielle plus poussée, je vais le solliciter, je reviendrai vers vous, mais c'est vrai que c'est… enfin, oui, ça serait… ça permettrait d'aller effectivement beaucoup plus vite, même si nous, en fait, le plus long, c'est dépouiller et faire rentrer des données très précises dans des tableaux. Et ça, pour l'instant, l'intelligence artificielle ne parvient pas à le faire. Donc, toute cette partie-là, par contre, reste a besoin d'une main humaine, quoi. Une main humaine, et en plus avec qui on est en contact, parce que justement, on n'a pas fait le choix, on aurait pu délocaliser complètement, envoyer ça à faire dans des entreprises qui sont… voilà. Vous savez, systématiquement, là, on a choisi à chaque fois d'essayer d'employer quelqu'un avec le statut le plus… qui l'arrange le plus possible, en tout cas, et de pouvoir discuter en permanence avec cette personne, parce que, en fait, même comprendre où on devait mettre les professions, où certaines données sur de prosopos devaient s'intégrer, etc., pour pas faire la moindre erreur. En fait, c'est vrai que c'est quand même de la dentelle à faire, quand on veut le… Sylvia, est-ce que tu as sur l'intelligence artificielle? Alors, pas encore. Puis après, il faut dire qu'en fait, bon, entendu comme ça fait un peu rêver. Puis j'imagine que par derrière, il va falloir qu'un contrôle humain, en quelque sorte, soit présent, et on retombe de nouveau dans la question de qui fait quoi, les financements, etc., et la pérennisation. Donc, mais je suis pas contre a priori, et je suis pas contre aussi le fait de faire, que les chercheurs se forment aux nouveaux outils. Donc, je vais tenir les pas en quelque sorte. Oui, alors après, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, parce qu'on on parle de droit colonial, parce qu'en fait, ce sont souvent sur des corpus comme ça, des modèles algorithmiques qui sont entraînés, et après, il faut des petites mains pour corriger. Et comment ça se passe? En fait, c'est envoyé à Madagascar, et effectivement, à Madagascar, il y a des centaines de petites mains qui corrigent, voilà, pour ensuite nous renvoyer des documents. Enfin, voilà. Donc, c'est un petit peu… alors, éthiquement, à la fois sur le travail du chercheur et sur comment est-ce qu'on fait travailler l'intelligence artificielle, effectivement, ça peut être parfois problématique. Pardon, mais pourquoi Madagascar précisément?
Parce que c'est un hub pour tout ce qui est l'ossérisation et la correction de texte, en fait. Et donc, ces modèles algorithmiques avec intelligence artificielle qui maintenant améliorent la reconnaissance de texte, la reconnaissance même de texte manuscrit, ça ne peut se faire qu'en entraînant le modèle d'intelligence artificielle, en le corrigeant. Et pour ça, il faut des centaines et des centaines de corrections, quoi. Et le faire en France, ça coûterait trop cher, et donc on externalise ça en Inde ou à Madagascar. Je ne vais pas terminer sur un point aussi. C'est intéressant, il faut le savoir. C'est vrai que c'est sensible parce qu'en fait, très souvent, on en profite pour le faire par des gens qui sont, enfin des doctorants qui ont besoin à ce moment-là de financement, etc. Donc, on essaie que ça soit le plus valorisé possible. Et voilà, c'est vrai qu'on est dans des problématiques professionnelles peut-être qui sont différentes. C'était pour remettre un peu de positif sur le droit du travail, etc. Non, et puis tu le disais, cette finesse de choix, en fait, hein, mettre la bonne information dans le bon champ. Si j'ai bien compris, ça renvoie à ce que Sylvia expliquait tout à l'heure avec le tableur, c'est-à-dire que il faut que le terme en question trouve sa place dans la bonne colonne pour que, en fait, toute la base de données se tienne. Et ça n'est pas qu'une question de mots, quoi. Oui, parce que par exemple, qu'est-ce qui est de l'ordre de la profession, de la fonction ça, c'est quelque chose de complexe. Oui. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Ou sur les Italiens. Enfin, il y a plein de... Bon, bref. Oui, en tout cas, il y a des choix qui doivent être opérés en fonction d'autres critères que la simple reconnaissance du mot, quoi. Et donc, on a besoin de l'humain, voilà, et de l'humaine. Donc, Et de pouvoir discuter, oui, aussi avec l'humaine. Et donc, de pouvoir discuter entre humains et humaines. Louise, je te laisse la parole pour donner les indications pour notre prochain rendez-vous. Oui, donc déjà, merci à tous d'avoir été présents. Merci à nos deux intervenantes, c'était très intéressant. Prochain rendez-vous du webinaire, c'est le 11 avril avec Mathias Bousmar, qui est doctorant historien du droit à Paris-Nanterre, qui va nous parler d'une approche visuelle des sources juridiques, le cas des imprimés révolutionnaires, d'une collection en particulier. Donc, c'est un travail qui fait une continuité par rapport au travail de thèse de Mathias Boussemar, qui est sous la direction de Jean-Louis Alperin et Anne Simonin sur la formalisation des normes juridiques sous la Révolution française. Il aura en co-intervenant Yann Arzel-Durelmar, spécialiste aussi de cette période-là, pour avoir un débat qui, j'en suis sûre, sera très intéressant. C'est l'avant-dernier rendez-vous puisque le dernier sera non pas le 16 mai mais le 23 mai. On refera des communications pour corriger, il y a un petit décalage de date et on finira sur les procès filmés, donc une autre forme de source iconographique, en tout cas imagée. Voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.